Bonjour à tous. Nous vous proposons sur cette séquence de vous présenter le projet Climat Vie et les conclusions qu'on a déjà tirées de ce projet. Au niveau du timing, il est 9 heures. On va débuter notre webinaire et on se propose de terminer, vers 11 heures maximum, donc avec 20 minutes d'échange avec les participants. Je suis Michel Badier, je suis le chef de file de ce projet Clément Vie. Nous allons avoir un déroulé dynamique. Nous allons avoir une introduction sur le changement climatique de l'étude Clément Vie via Thomas Pichet, qui est élu référent Chambre d'agriculture Indre-et-Loire. Un bulletin météo de 2030 présenté par Frédéric Long de Météo France. Après, nous aborderons tout ce qui est projection climatique avec des indicateurs climatiques et agroclimatiques avec Christophe Bonjouan et Frédéric Levrault. La partie suivante sera sur les impacts pour la viticulture avec le témoignage de trois vignerons via une vidéo. Qu'est-ce que j'ai déjà pu constater sur mon entreprise? Ensuite, interviendra Mélissa Merdi de la Chambre 37, sur l'inventaire des impacts déjà observés et à venir et les pré-solutions déjà qu'on peut identifier. Une deuxième vidéo, c'est comment je gère, qu'est-ce que j'ai déjà mis en place sur mon entreprise avec le témoignage de 3 vignerons. Ensuite, l'inventaire des leviers d'adaptation déjà identifiés sur 3 sites pilotes. En théorie, qui a dû être présentée par Isabelle Lajeunesse, mais qui est absente aujourd'hui, et je vais la remplacer au pied levé. Isabelle, qui est de l'Université de Tours. Après, nous aurons le retour d'expérience d'un des sites pilotes, en la personne de Fabien Demois, viticulteur à Chinon. Ensuite, nous vous présenterons notre l'OAD que nous avons mis en place sur la décision et sur le conseil, avec Nicolas Rago de l'Université de Tours. Et pour terminer, nous aurons une troisième vidéo avec le témoignage de 3 vignerons, à savoir, on a déjà vécu des bouleversements par le passé, on s'est adapté. Et puis, on fera une conclusion sur le volet atténuation. Je vais laisser la parole à Thomas Pichet, qui va se présenter, qui va vous présenter l'introduction de ce webinaire. Bonjour à tous. Voilà, je suis Thomas Pichet, viticulteur sur Restigné, sur l'appellation Bourgueil. Élu à la Chambre d'agriculture 37. Voilà. Le changement climatique est une réalité constatée depuis plusieurs années sur nos entreprises viticoles. Cela se traduit au quotidien par différentes observations. L'avancée déjà de la date des vendanges, hier début octobre, maintenant on est plutôt à mi-septembre. L'avancée du stade de débourrement, hier de la fin avril, aujourd'hui à fin mars. L'augmentation de la richesse en sucre des raisins, donc la perte d'acidité. Une répartition des pluies annuellement totalement différente aujourd'hui avec l'apparition de longues périodes de stress hydrique, de juin à octobre. L'apparition de périodes de canicule, la gestion des ouvriers, les traitements, les travaux en verre, voilà, toutes les opérations à faire sur la vigne. On constate des phénomènes de brûlure de plus en plus fréquents. L'évolution du style des vins. Ça devient plus difficile de faire des vins légers et égoulayants avec des acidités plus faibles, donc des vins un peu plus mous. Pour les vins de base, des degrés souvent bien trop élevés. Et puis là, il y a aussi le stockage des vins. L'été avec des températures qui sont souvent très élevés. Donc voilà. Et encore, la liste des constats pourrait être beaucoup plus longue.
En 2015-2016, nous avons participé en région Centre-Val de Loire à une étude Climat 21 avec Frédéric Levrault, donc sur la projection climatique à horizon 2030-2080 sur 12 sites de Chinon à Sancerre. Cela nous a permis d'avoir cette prise de conscience avec des données scientifiques de la projection. Cela s'est fait en parallèle de la COP21 à Paris, qui a été un moment important dans cette prise de conscience. Une fois les constats faits, il fallait passer à la deuxième étape, qui était de mobiliser la filière viticole sur ce sujet, afin de voir comment on pouvait intégrer le changement climatique dans le pilotage et le management des entreprises viticoles. Donc, ça s'est traduit par la constitution d'un groupe opérationnel qui a regroupé toutes les compétences sur le sujet du changement climatique en Centre-Val de Loire, avec la Chambre d'agriculture, avec l'IFV, l'Université de Tours, donc Météo France, CER Vinopole. Donc, la définition d'un plan d'action en 4 étapes. Donc, tout d'abord, la définition des indicateurs climatiques et agroclimatiques et projections climatiques. L'impact pour les entreprises viticoles, si on reste dans une situation conservatrice, donc si on ne fait rien, tout simplement, avec la définition d'exemples d'adaptation. Ensuite, sur 3 sites pilotes, 3 entreprises viticoles de Chinon, Meusnes et Sancerre, la définition des scénarios d'adaptation. Et puis, comment adapter le conseil et la formation avec pour cible les vignerons et les futurs vignerons. Nous sommes entrés donc dans le cadre d'un PEI, Partenariat européen pour l'innovation, avec un accompagnement financier du Conseil régional Centre-Val de Loire et de l'Europe, donc le Fonds FEDER. Nous vous proposons durant ce webinaire de vous restituer les premiers résultats livrables issus des 4 actions. Voilà. Merci Thomas de cette présentation. Donc nous allons passer à... Alors je ne sais pas si Frédéric Long est avec nous. Oui. Frédéric, bonjour. Il est en distanciel aujourd'hui. Donc, Frédéric va se présenter, va présenter voilà, les 2 slides qui suivent. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Long, j'appartiens au service Data Science et Consultance de Météo France. Donc, Météo France joue depuis plusieurs années un rôle d'aide à la décision dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, que ce soit auprès des collectivités, des professionnels et du grand public, en mettant à disposition des données, des services climatiques, des outils et puis des résultats d'études sur le sujet. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons participé au projet Climanvie et que ce matin, je vous propose de vous placer pendant l'été 2030 et de regarder ce bulletin météo fictif. On en reparle un petit peu juste après. Bonjour à tous, aujourd'hui 8 août 2030, 21e jour consécutif de canicule. La situation reste bloquée sur le pays en raison d'un anticyclone toujours centré sur la France qui nous apporte cet air brûlant et ce soleil de plomb. Les températures vont même continuer à grimper ce jeudi pour atteindre des niveaux jamais observés. Météo France déclenche d'ailleurs le niveau 2 de la vigilance rouge après 15 jours en niveau 1. C'est une première depuis l'instauration de cette échelle après les chaleurs extrêmes de 2026. En effet, les records de température, toujours détenus par l'été 2026, justement, seront certainement battus dans l'après-midi. Le mercure pourrait localement dépasser pour la première fois la barre des 50 degrés, notamment dans la plaine alsacienne et localement en Saône-et-Loire. Alors un œil tout d'abord sur la carte d'aujourd'hui. Dès ce matin, un grand soleil va s'installer sur une bonne partie du pays, quelques passages nuageux seulement dans l'ouest, dans le nord et sur les côtes de l'Aquitaine. Dans l'après-midi, peu d'évolution, attention tout de même aux orages qui se développeront sur les Pyrénées, près des Alpes ou encore sur les reliefs du Massif central.
Côté température, comme annoncé, la chaleur va être suffocante. Rappelons que la nuit dernière a été extrêmement chaude, particulièrement en ville. 30 degrés ont notamment été enregistrés à Lyon au plus frais de la nuit. Ce jeudi, le mercure va atteindre dans de nombreuses villes de France des valeurs jamais mesurées. Ce matin, jusqu'à 28 degrés du côté de Paris et 30 à Nice. L'après-midi, des valeurs écrasantes. On passera la barre des 40 degrés dans une bonne partie du pays, d'une trentaine de degrés sur la Bretagne à 48 degrés prévus dans l'Est, et donc plus de 50 degrés possibles dans la plaine alsacienne et même en Bourgogne, 35 degrés vers la Manche, et puis 30 à 36 degrés sur les Pyrénées ou sur les Alpes. Cette canicule a aggravé la situation historique de sécheresse qui sévit sur la France depuis quelques semaines. Il est demandé de déclencher votre économiseur d'eau, obligatoire depuis 2026 lorsque vous prenez une douche. 43% des nappes souterraines du territoire se trouvent à un niveau très bas selon le Service géologique national. Des incendies font rage également depuis quelques jours dans le sud de la France. Les accès à certains massifs ont été fermés à partir d'hier. Enfin, en raison du passage au niveau 2 de la vigilance rouge, rappelons que vous devez utiliser un véhicule solaire pour vous déplacer dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants. Météo France prévoit l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse active par l'ouest d'ici quelques jours. Elle apporterait de l'air beaucoup moins chaud et permettrait de faire chuter les températures. Plus de précisions autour de cette canicule dans notre prochain flash météo à 16h. Les modèles de climat ne nous indiquent pas qu'autour des années 2030, les conditions qui sont décrites dans ce bulletin seront la norme, hein, loin de là. Mais une année donnée, un été donné, ça reste possible. Et puis, selon les modèles et les projections, on va le voir plus en détail tout à l'heure, au plus on avancera au fil des années dans ce siècle, au plus la survenue de telles conditions sera probable. Donc on va passer maintenant pour introduire en fait le travail qui a été mené dans le cadre de ce projet sur les indicateurs climatiques et agroclimatiques. On va voir là un travail qui a été mené à l'université de Tours, où en fait on a pris un scénario d'émissions de gaz à effet de serre, le scénario médian. On a pris un modèle de climat qui est le modèle Aladdin de Météo France, et en fait du coup on va obtenir un futur possible. On va visualiser l'évolution des températures moyennes annuelles simulées par ce modèle en région Centre-Val de Loire, en moyennant ces températures sur 30 ans, de manière à avoir quelque chose d'un peu plus lissé et de moins voir les variations naturelles d'une année sur l'autre, hein, puisqu'à l'avenir, on continuera à avoir des années plus chaudes que la moyenne, des années un peu moins chaudes. Mais on va voir là le signal climatique global. Donc, si on peut lancer l'animation, entre le milieu du XXe siècle et la fin du XXIe, voilà. Donc vous avez l'année là en bas de l'écran qui défile. Et voilà l'évolution. Donc en gros, ce que vous avez vu, c'est qu'on va, je pense, revoir. Au milieu du XXe siècle, on part autour entre 9 et 11 degrés là, en pleine de température moyenne annuelle. Et puis à la fin du XXIe siècle, on est plutôt vers les 13-14 degrés en pleine, bon, avec pour les zones de relief là, qui apparaissent, Perche ou Sancerrois ou sud du Berry, un petit peu moins, 1 degré de moins au départ, mais en fait l'évolution est la même, même si on a aussi 1 degré de moins à l'arrivée, ça réchauffe tout autant qu'en pleine. Voilà, donc dans la suite, vous allez avoir plus d'éléments sur ces indicateurs avec Christophe et Frédéric. Merci Frédéric. Donc un autre Frédéric, donc Frédéric Levrault, donc qui va nous présenter les projections avec les indicateurs climatiques et agroclimatiques. Donc Frédéric, à toi. Bonjour, Frédéric Levrault, expert agriculture et changement climatique pour le réseau des chambres d'agriculture.
rattaché à la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Dans l'étude Climat-Vie, nous avons l'immense chance de bénéficier du travail de la communauté scientifique française et en particulier de la communauté des climatologues en mobilisant ce qu'on appelle des projections climatiques qui sont issues elles-mêmes de modèles climatiques. Et ces projections climatiques nous permettent d'avoir une vision la plus claire possible en l'état actuel des connaissances scientifiques de l'évolution climatique sur le territoire français et en particulier dans les zones viticoles de la région Centre-Val de Loire. Ces projections climatiques sont à comprendre comme une description possible du climat en France sous telle ou telle hypothèse d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans le projet Climat-Vie, dans l'étude Climat-Vie, nous avons retenu deux hypothèses d'émissions de gaz à effet de serre. Une hypothèse correspondant à un laisser-faire mondial sur ces émissions, qu'on pourrait qualifier d'hypothèse la plus pessimiste, et une deuxième hypothèse dite intermédiaire ou de milieu de gamme correspondant à une relative maîtrise des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour chacune de ces hypothèses, le projet Climat-Vie étudie les caractéristiques climatiques et agroclimatiques en région Centre-Val de Loire sur 3 horizons de temps. Un horizon de temps historique correspondant peu ou prou à la fin du XXe siècle, un horizon qualifié de futur proche correspondant aux 30 années qui sont devant nous, et enfin un horizon dit de futur lointain correspondant à la fin du XXIe siècle, aux 30 dernières années du XXIe siècle. Vous voyez que la méthode consiste à comparer des périodes de 30 années, parce que dans l'étude du changement climatique et de ses effets sur tel ou tel secteur d'activité, et donc ici la viticulture, l'usage est de comparer entre elles, c'est ce qui se fait en climatologie, des périodes de 30 années. Donc tous les indicateurs climatiques et agroclimatiques dont va vous parler dans un instant Christophe Beaujouan sont des indicateurs qui sont analysés par période de 30 ans, les périodes étant comparées entre elles. Donc ce sont des grandes trajectoires, des grandes évolutions qui sont analysées et à partir desquelles on essaye ensuite de faire un certain nombre de recommandations concernant la viticulture. Le modèle utilisé dans Climat-Vie est un modèle bâti par Météo France, baptisé du doux nom de Aladin, peut-être parce qu'il aide à voir devant. Et les 3 sites sur lesquels l'analyse est très concrètement réalisée sont les sites que vous voyez sur cette carte, qui correspondent à différents vignobles de la région Centre-Val de Loire. Vous voyez sur la carte de France un nombre assez important de points. Ils sont plus de 8600. C'est l'ensemble des points dont nous pouvons éventuellement disposer pour réaliser des études telles que celle qui est réalisée dans l'étude Climat-Vie. Christophe, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, je suis Christophe Beaujouan, conseiller énergie-climat à la Chambre d'agriculture Centre-Val de Loire. Et donc, on va partir sur un premier indicateur, le classique, à savoir les températures moyennes annuelles. Donc, vous reconnaissez la courbe dont a parlé Frédéric. Et on a ici, pour l'exemple, pris Meun, le site pilote de Meun. Donc, à Meun, dans le passé, on est capable, en interrogeant la base de données, de dire qu'il y avait 11,4 degrés dans le passé. Et ensuite, on peut aller dans le futur proche, 2021-2050. Vous voyez la température qui augmente. Futur lointain, vous avez la température. Et là, je vous rappelle, on est en scénario 4.5. Ce dont a parlé Frédéric, le scénario qui estime à plus de 2 degrés à la fin du XXIe siècle. Vous allez avoir 2 courbes qui suivent. C'est la courbe du scénario 8.5. Rappelez-vous, le scénario du laisser-faire, c'est le scénario du dessus. Donc là, vous voyez qu'en futur proche, on est assez similaire. Par contre, en futur lointain, c'est-à-dire à la fin du XXIe siècle, vous voyez que là, on n'est plus du tout
dans les mêmes ordres de grandeur, puisqu'on arrive à 16 degrés en température moyenne annuelle à Meun, alors que dans le passé, on était à 11 degrés. Donc, c'est, pour résumer, l'histoire du plus 2 degrés en scénario 4.5 à la fin du XXIe siècle et plus 4 degrés à horizon du scénario 8.5, pour le simplifier, à Meun. Une autre façon de voir les choses, Meun, c'est, je viens de vous le dire, 11,4 degrés dans le passé. Je vous ai mis Saint-Émilion à 12,7 degrés, vous le voyez. Maintenant, on va en futur proche, on arrive à Meun, 12,6 degrés, c'est ce que je vous ai dit. Une autre façon de voir les choses, c'est de voir que Meun s'est déplacé d'environ 250 km au sud d'un point de vue des températures moyennes annuelles, puisque vous voyez que la température à Meun dans le futur proche, c'est-à-dire dans les 30 prochaines années, sera la même que Bordeaux du passé. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de Meun qui s'est déplacé d'environ 250 km au sud. C'est peut-être un petit peu plus parlant, mais c'est exactement la même chose. Bon, vous allez me dire, température, c'est bien, mais nous, on est viticulteurs. Ah oui, vous voyez, là, en futur lointain, là, on est au-delà de Perpignan, à l'horizon futur lointain. Le scénario du pire. Vous êtes des viticulteurs. Si je vous parle d'indice de Winkler, ça va vous parler. Donc, c'est la somme de température base 10. Vous voyez les définitions. Et ça va vous indiquer, lorsque vous avez des choix de cépage à faire, pour vous aider sur les maturités des raisins, etc., etc. À partir du moment où on a la formule climatique, somme de température base 10, on peut interroger nos bases de données et calculer l'indice de Winkler du passé. Alors là, je suis dans le Cher, je suis dans le Sancerrois. Dans le passé, Sancerrois, on avait 1080 d'indice de Winkler dans le passé. Bon, voilà, qui était limite peut-être pour arriver à certaines maturités de cépage. Futur proche, vous voyez qu'on passe, donc là, c'est les 30 prochaines années. On est à 1330. On est toujours en zone 1, indice de Winkler, mais vous voyez qu'on a quand même pris juste 300 degrés jour. Et ensuite, on peut s'amuser à décliner ça. À la fin du XXIe siècle, on arrive à 1600 degrés. Donc là, pour le coup, on est carrément en zone 2, équivalent du Côte du Rhône d'aujourd'hui. Et scénario du pire, j'ai envie de dire, scénario 8.5, on est à 2166 degrés. Là, vous voyez qu'on est carrément passé en zone 4, équivalent du vignoble de Venise. Bon, les cépages que vous plantez aujourd'hui subiront peut-être le climat de 2071. Donc, vous voyez que c'est une part importante d'avoir ce paramètre-là quand vous allez parler de choix de cépage. Donc, ça, c'est quand même des indices qui sont, nous, on les appelle dans notre jargon des indicateurs agroclimatiques et qui vont quand même aider les spécialistes que vous allez entendre tout à l'heure pour vous simuler des futurs scénarios, des impacts et quels sont les leviers d'action à utiliser. Un autre exemple, la vigne n'a jamais eu besoin d'irrigation. Là, on vous a calculé le déficit hydrique. Déficit hydrique, la définition, c'est précipitation moins les ETP. Donc l'eau qui tombe, moins l'eau qui est évaporée. Et vous voyez, par exemple, on simule une réserve utile de votre sol à moins 30, par exemple. Et dans le passé, la vigne était peut-être en déficit hydrique sur ces mois de l'année-là, assurée en bleu sur la courbe. Il suffit d'aller chercher la courbe du futur proche, les 30 prochaines années. Vous voyez que la courbe assurée augmente, notamment sur les périodes juillet-août, on s'en doutait. Et en futur lointain, vous voyez que ce déficit hydrique augmente. Alors, juste pour, on n'a pas eu le temps de vous en parler, mais ce n'est pas les précipitations qui sont le plus inquiétantes, parce que le cumul annuel de précipitations, on le voit depuis ces 60 dernières années, il est assez constant. Mais ici, c'est l'ETP qui augmente, puisque l'ETP, il est fortement dépendant de la température. Et là, je suis en train de faire P moins ETP, d'où l'explication de la courbe qui se creuse en juillet-août. Donc, quid, forcément, il faudra prendre ce paramètre-là en compte sur ce déficit hydrique qui augmente par rapport à la vigne, comment je gère cet aspect-là. Quelque chose d'important aussi, vous savez que la vigne, elle est fortement corrélée aux sommes de température pour déclencher ces phases phénologiques, végétatives plutôt. Là, je vous ai pris l'exemple du chenin, et vous connaissez ça, vous surveillez d'ailleurs ça en ce moment, puisque le stade du débourrement, chacun a sa méthode pour la calculer. Nous, on a pris la somme de température base 10, initialisée au 1er janvier, et sur chenin, on a pris 45 degrés jour. Dès lors qu'on atteint cette somme de température, vous le surveillez en ce moment, on arrive au stade débourrement.
Vous suivez ça avec attention forcément, puisque un coup de gelée qui arrive après ce stade-là, et le rendement en raisin est fortement dégradé. Dès lors qu'on a une formule climatique, à savoir somme de température base 10 au 1er janvier, vous avez compris ce qu'on peut faire. On peut s'amuser à aller calculer la date de débourrement dans le futur. Dans le passé, c'était le 20 avril. Alors, toujours pareil, hein, quand je vous donne une date 20 avril, si vous n'êtes pas familier avec les boîtes à moustaches, attention, hein, 20 avril, c'est une moyenne trentenaire. Et dans le carré gris, vous avez 80% des années. Donc, ça veut dire qu'il y a 15 années qui sont au-dessus de 20 avril et 15 années qui sont en dessous de 20 avril. Mais 20 avril, ça vous donne une date moyenne trentenaire. La date des 30 prochaines années, c'est 3 avril, vous voyez là, donc début avril. Et fin du 21e siècle, on est à 22 mars, mais dans le scénario du pire, on arrive au 29 février. Bon, je ne vous l'ai pas dit là aussi, mais aujourd'hui, c'est 40 à 50 jours de gel par an. Dans les scénarios climatiques fin 21e siècle, on divise par 3 ou par 4 ce nombre de jours de gel. Intuitivement, on pourrait dire, mais les viticulteurs, pourquoi ils s'embêtent à investir dans de la lutte anti-gel fin du 21e siècle, 3 à 4 fois moins de jours de gel. Sauf que les viticulteurs ont subi des dégâts sur cette phase débourrement et ils nous ont posé la question, qu'en est-il du risque de gel au débourrement? Et donc là, vous comprenez bien que intuitivement, on pourrait être amené à dire 4 fois moins de jours de gel en fin du 21e siècle, ne vous agacez pas avec cette lutte anti-gel. Sauf que vous voyez que cette date de débourrement, elle évolue au cours du temps. Donc, ça suppose quand même de faire le calcul, et c'est ce qu'on a fait. On a demandé à notre logiciel de nous calculer la probabilité après le 20 avril, donc là, on est dans le passé, de rencontrer un jour de gel après cette date de débourrement. On est tombé sur un chiffre, 27%. Ça voudrait dire qu'il y a grosso modo 3 années sur 10 où vous rencontriez dans le passé un jour de gel. Alors, ça ne veut pas dire que 3 années sur 10, vous n'avez pas récolté de raisin, hein, puisque nous, c'est un gel à zéro. Les gels à zéro, il n'y a peut-être pas trop de conséquences. Mais ça vous donne une idée. Et on a déroulé ce calcul dans le futur proche. On arrive à 10%, 27%, 10%. Et là, vous voyez le chiffre qui est complètement contre-intuitif. De 40%, donc là, c'est le scénario du pire vraiment au 21e siècle, où je vous ai dit qu'il y aurait 4 fois moins de jours de gel qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va dire 50 jours de gel. Dans ce scénario-là, la dernière courbe, on est à 10 jours de gel. Et vous avez un risque de gel au débourrement qui augmente. Pourquoi? Puisque vous voyez que le débourrement était au 20 avril dans le passé. Il arrive dans le scénario du pire au 29 février. Donc, malgré le fait qu'il y ait 10 jours de gel par an, forcément, le débourrement étant au 29 février, vous avez un risque de gel qui augmente. Et ce qui paraît quand même assez contre-intuitif d'avoir seulement 10 jours de gel et d'avoir un risque de gel qui augmente de par cette phase de débourrement qui avance. Voilà le type de résultat que l'on a pu faire avec ces indicateurs agroclimatiques. Un dernier exemple, puisque vous avez compris que les exemples, il y en a pas mal. Je vous ai parlé de stade de débourrement, mais on peut aller au stade sucre à 200 grammes, qui vous détermine grosso modo la vendange d'un point de vue scientifique. Alors vous voyez, là je suis sur cépage Sauvignon, et on a pris une somme de température base 0 au 1er mars, arrivée grosso modo à 3100 degrés. C'est le déclenchement de la date de vendange sucre à 200 grammes. Bon, là, vous voyez effectivement la date de vendange sur cépage Sauvignon. Mais ce qui peut être encore plus intéressant, donc là, vous avez l'évolution des dates de vendange, futur proche, futur lointain, et c'est de dire à ça quelle température aura-t-on à la date de vendange. Et on fait coulisser cette date de vendange, c'est-à-dire que dans le passé, on avait 9 degrés, ce qu'on récoltait au 26 septembre. C'était la température moyenne 30 jours, grosso modo, après cette date du 26 septembre. Et là, on fait coulisser cette date, 14 degrés, 18,5 degrés, 23 degrés. Et là, vous imaginez un petit peu dans quelles conditions on fait la vendange demain. La date qui bouge, à la rigueur, on peut facilement s'adapter à une date qui coulisse de 15 jours, 1 mois pour récolter. Mais quand on sait que les conditions climatiques vont évoluer fortement, comment on fait et quels sont les impacts? Et c'est une des questions que l'on va poser à l'intervenante suivante, grosso modo. Quels sont les impacts de tous ces indicateurs agroclimatiques et quel levier d'action on fera? Je vous remercie. Au revoir. Merci Christophe et Frédéric sur ces indicateurs climatiques et agroclimatiques. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer une vidéo qui a été faite avec le témoignage de 3 vignerons sur qu'est-ce que j'ai déjà pu constater sur mon entreprise.
Sur le millésime 2020, des journées à 35 degrés, on en a vu quand même plus d'une. Les vignes sont bloquées, ne supportent plus ces gros stress, ces grosses chaleurs. Et tous les ans, on frôle la catastrophe. Virginie Bigonneau, Jérôme Sauvette, Jean-Martin Dutour, 3 générations de vignerons, des départements et des terroirs différents, et pourtant les mêmes constats. L'évolution climatique a bouleversé leur façon de travailler, de vinifier, de stocker. C'est un bon résumé, quoi. C'est des jolis raisins, très sucrés, bien jaunes, bien dorés. Et puis de l'autre côté de la grappe, face au soleil, ces raisins qui ont souffert, qui sont échaudés. Et des impacts sur le rendement. En l'espace de 7-8 ans, on a gelé 4 fois. 2016, 2017, 2 années consécutives avec des pertes de 70% de récolte. Quand il pleut, c'est 100 mm. Quand il fait sec, c'est pendant 4 mois, il n'y a pas une goutte d'eau. C'est des épisodes qui existaient, hein, sauf qu'ils sont plus fréquents et plus violents dans leur amplitude. Dans les vignes, comment faire face à ces phénomènes climatiques aléatoires? Montoux-sur-Cher, 19 hectares convertis en bio il y a 20 ans. L'évolution du cycle de la vigne a modifié les habitudes de travail de Jérôme, 61 ans, et de sa fille, bientôt aux commandes du domaine familial. On a un cycle végétatif qui démarre beaucoup plus tôt et des débourrements de vignes beaucoup plus précoces. Avant, on avait jusqu'à fin juillet pour travailler la vigne. Ce qu'on faisait en 3 mois, il faut le faire en 2 mois. Aujourd'hui, on est obligé de prendre des saisonniers dans la période végétative pour arriver à faire face à cette pousse de la vigne qui est très rapide. Reuillic ainsi chez Virginie, 18 hectares de vignes. Les vendanges ont démarré fin août, 3 semaines plus tôt qu'il y a 15 ans. Sur le millésime 2020, des journées à 35 degrés, on essaie de vendanger le matin de bonne heure pour essayer justement de rentrer des jus maximum 25 degrés, pas plus, quoi. Méthode encore plus radicale pour limiter l'impact des grosses chaleurs chez Baudry-Dutour à Chinon. Sur les 130 hectares et 4 propriétés du domaine, désormais, les vendanges mécaniques se font la nuit. On a complètement changé de manière de travailler. C'est juste hors de question de vendanger à la machine par 35 degrés. Donc on vendange la nuit pour avoir des températures les plus fraîches possibles. On a toujours plus de risques dans des vendanges chaudes et riches de développement éventuellement bactérien. Donc c'est beaucoup d'attention. Surtout que nous, ici, on fait des vinifications naturelles. Quand il fait 35 degrés dehors, c'est beaucoup plus compliqué de fabriquer du froid ou de tenir les jus de raisin ou les raisins frais. En fait, le raisin, au-dessus de 15 degrés, il s'oxyde plus vite, les réactions enzymatiques sont plus rapides. Il y a 20 ans, ce problème-là n'existait pas. Donc on est à 1100, donc ça équivaut à 14 degrés d'alcool potentiel. On fermente à 18 degrés les blancs pour conserver les arômes, les rouges, on les emmène jusqu'à 27-28 degrés pour stabiliser la couleur. Il y a 40 ans, quand ça avait un potentiel de 10-10,5, on était bien content. Là aujourd'hui, on est toujours dans une moyenne de plutôt 13 degrés, voire 14, voire 15 degrés. Donc des fermentations qui sont un petit peu plus longues parce qu'il y a beaucoup plus de sucre à manger et nos levures, elles ont un petit peu de mal à digérer tout ce sucre. On va vérifier s'il reste du sucre. On a des vins plus gras, plus volumineux, des pH un peu hauts, des acidités trop basses, notamment sur les blancs. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on arrive à avoir des belles maturités et souvent des états sanitaires très corrects. Après, au niveau des équilibres, de la fraîcheur des vins et de l'alcool, là c'est plus une galère, ouais. Ah bah ça c'est vraiment le beau côté. Aujourd'hui on a un état sanitaire sur les raisins qui est vraiment parfait. C'est tout bonus pour faire un très bon vin. Là on observe ces baies très concentrées et qui donnent un goût particulier au vin. C'est très intéressant. C'est très confit, c'est de la confiture quand c'est comme ça. Et là pour faire des vins de qualité c'est top, quoi. On a quasiment le climat du Midi, donc on a cet anin soyeux, on a cette qualité, surtout sur les rouges. Et donc l'opportunité pour nous d'avoir du Cabernet Franc mûr beaucoup plus souvent. Ça nous permet d'envisager les 10 prochaines années avec sérénité et plus de maturité, plus de qualité dans nos vins. Des vins plus aboutis, plus proches de l'optimal. On a des vins qui sont moins acides, qui sont prêts plus vite, et ça va aussi dans le sens du client. Si la courbe continue,
nous aussi, on deviendra un peu trop chaud par rapport à notre cépage. C'est très difficile d'adapter un vignoble, on le plante pour 50 ans. Donc déjà, les vignes qu'on plante aujourd'hui, c'est pour 2070. Sur les blancs, ça peut devenir problématique si ça dure, parce que le Sauvignon est un cépage qui a besoin un petit peu de fraîcheur là, au moment de sa maturité. Et là, on a toujours des coups de chaud qui viennent brûler un peu les arômes. Nos cépages sont adaptés à notre région, mais est-ce qu'ils seront encore demain? Donc ça demande éventuellement des réflexions sur d'autres cépages. C'est vrai que ça pose question sur la façon de conduire nos vignobles. On va obliger nos racines, le fait de travailler les sols, à aller beaucoup plus profondément, chercher cette humidité qui est toujours en sous-sol. Hein. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question si on ne va pas faire des petites ombrelles avec nos bourgeons, un effet parasol pour éviter ces coups de soleil. C'est intellectuellement excitant, c'est économiquement très compliqué. Quels investissements techniques, quels investissements commerciaux, quel marketing, personne ne peut nous dire quelle est la voie. Et à chaque millésime, on a un paramètre qu'on n'avait pas forcément connu avant et pour lequel on doit travailler, réfléchir et puis s'adapter, puis trouver des solutions immédiates. On est capable de s'adapter à beaucoup de choses, mais la vraie difficulté, c'est de s'y adapter en 10 ans. Et il faut s'entourer de techniciens, de chercheurs pour réfléchir à l'évolution et puis voir comment on peut améliorer les choses et puis être capable de s'adapter dans 20 ou 30 ans. Surtout, on peut bénéficier des techniques développées par nos pairs dans d'autres régions plus chaudes. Ce qu'il faut, c'est être relativement en alerte de ce qui se fait, de ce qui se passe, pour pouvoir réagir, rebondir et progresser vers une ou des solutions. C'est un challenge aussi hein, de s'adapter et c'est ce qui rend le côté passionnant du métier. Voilà donc première vidéo donc, de nos 3 vignerons sur ce que j'ai déjà pu constater sur mon entreprise. Donc c'est assez révélateur par rapport à ce que nous ont présenté les intervenants précédents. Donc maintenant, nous allons passer à une deuxième phase, c'est l'inventaire des impacts déjà observés et puis comment on s'adapte donc avec Mélissa qui va intervenir. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous faire un rapide inventaire des impacts déjà observés et à venir dans un futur proche en Centre-Val de Loire. Donc, les impacts, en fait, on a vu précédemment qu'on va avoir au niveau climatique une augmentation des températures. On va avoir une augmentation de la demande hydrique à volume annuel constant, c'est-à-dire qu'on va avoir un volume de précipitations sur l'année qui est constant, mais dont la distribution va se modifier et de par l'augmentation des températures, on va avoir en fait plus d'évapotranspiration et donc une demande plus importante pour la plante. On va avoir aussi l'augmentation des phénomènes extrêmes et donc tout ceci va entraîner des impacts au niveau du cycle de la vigne, de sa phénologie et donc avoir des impacts sur le raisin, sur le vin en termes qualitatifs, quantitatifs, mais aussi sur la demande en eau, sur la pression des ravageurs, l'organisation du travail, etc. Donc nous allons voir rapidement ces impacts. Donc, pour ces impacts, on va prendre sur un cycle annuel d'une saison viticole, donc de janvier à décembre. Donc, premièrement, en hiver, donc, au niveau de l'avancée des stades phénologiques, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme impact? Eh bien, on a vu un débourrement plus précoce et donc un risque de gel qui sera présent très tôt, notamment en lien avec l'avancée des stades phénologiques. Par rapport à l'augmentation des températures, il va y avoir une diminution du repos hivernal puisque la vigne va débourrer plus tôt et donc on va diminuer son temps de repos, ce qui va entraîner une diminution de la résilience de la vigne face aux aléas climatiques. On va aussi avoir l'absence d'arrêt de croissance des adventices puisqu'avec les températures plus douces, les adventices vont continuer de s'installer et de pousser. Et donc, on va avoir tout ce qui est complexification de l'entretien du vignoble, mais aussi multiplication des passages. Par rapport au raccourcissement des stades phénologiques, là, on va avoir un raccourcissement de la période de taille. Donc, on va devoir tailler sur une période plus courte et ça va entraîner une intensification donc pour les ouvriers avec notamment un risque de troubles musculo-squelettiques. Par rapport au changement de régime hydrique, on a vu ces dernières années une augmentation en fait, des précipitations pendant l'hiver, donc possibilité d'avoir engorgement des sols hivernaux
Et de même, ça va complexifier l'entretien du vignoble avec notamment tout ce qui est passage de prétailleuse ou de broyage, pour le broyage par exemple. Mais aussi, ça va complexifier la reprise du travail du sol sorti d'hiver, notamment pour des sols qui sont à forte réserve utile, type sol limoneux ou argileux, qui vont avoir du mal à se ressuyer et qui vont donc devoir être gérés avant les risques de gel. Et donc, ça va être plus compliqué à ce niveau-là. Par rapport au printemps, au niveau des avancées des stades phénologiques, on a toujours le risque de gel qui est présent puisque la vigne est plus développée. Une vigne plus développée est aussi plus sensible au gel avec des températures qui peuvent descendre beaucoup moins. Par rapport à l'augmentation des températures, là, ça va être plutôt l'augmentation de la pousse du végétal de la vigne et des adventices, et donc la complexification de l'entretien de la vigne et de la gestion des adventices. Au niveau d'un raccourcissement des stades phénologiques, on va avoir une accélération des cycles, puisqu'en fait, avec les sommes de température qui vont être atteints plus rapidement, on va avoir donc des stades qui sont atteints plus tôt et plus vite. Au niveau donc développement, mais aussi reproduction, donc là, c'est tout ce qui va être augmentation de problèmes physiologiques tels que la coulure. Pour les phénomènes extrêmes, là, ça va être les phénomènes de grêle, orage, tempête. Alors, ils ne seront pas présents chaque année systématiquement, mais c'est un risque qui est présent. Avec des impacts possibles donc des impacts sur le potentiel de production en termes quantitatifs et qualitatifs, et aussi la mobilisation des réserves de la vigne pour pouvoir repartir après ces événements, donc d'autant plus qui va les affaiblir. Par rapport à la période mai-juin, donc là c'est pareil, on aura toujours un risque de gel, même s'il sera plus faible, au moins jusqu'à la mi-mai. Au niveau des températures, donc là, c'est l'augmentation de la pousse de végétal, mais plutôt en lien en fait avec la sensibilité aux maladies. Les raccourcissements des stades phénologiques, donc là, on va être plutôt en lien avec tout ce qui est diminution du temps d'intervention pour les travaux en verre. Donc là, ça va être l'intensification des activités pour les ouvriers, notamment tout ce qui va être ébourgeonnage, effeuillage, relevage. Et aussi le chevauchement des activités, puisqu'il va falloir gérer sur une période beaucoup plus courte la gestion du sol, les traitements et les travaux en verre. Au niveau des phénomènes extrêmes, donc là, ça va être tout ce qui est mauvaises conditions à la floraison, en température extrême, que ce soit des températures qui peuvent être froides ou chaudes, ou des pluies excessives. Donc là, ça va être augmentation des phénomènes de coulure ou de milrandage. Mauvaises conditions à la véraison, donc là, c'est plutôt sur des chaleurs ou des sécheresses importantes, où là, on peut voir en fait des véraisons qui se font de manière très hétérogène dans le temps et en durée. Et donc, on va avoir des couleurs hétérogènes, comme on a pu voir l'année passée sur les Cabernet Francs, ou diminution de taille des baies, par exemple. Au niveau de la période estivale, juillet et août, donc là, pour la baisse des stades phénologiques, c'est surtout l'avancée de la maturité. On va avoir une maturité en période chaude. De manière optimum, normalement, les vendanges se font entre la période du 15 septembre et du 15 octobre. Si on avance cette période-là aussi, on avance la maturité qui va se retrouver en fait à avoir des maturités en plein août. Alors, outre l'augmentation des températures avec le changement climatique, on a des températures plus élevées en août qu'en septembre, donc on va avoir des maturités qui vont être plus compliquées, donc des impacts sur la maturation, sur la composition des baies. L'augmentation des températures, donc là c'est tout ce qui est complexification des activités en lien avec les traitements phytopharmaceutiques, par exemple, avec notamment l'utilisation de produits tels que le soufre qui ne peuvent pas se faire au-delà d'une certaine température au risque de brûler les feuilles et les raisins, ou aussi tout ce qui est travaux en verre, notamment les rognages, et par exemple, on va éviter de faire en période trop chaude pour éviter de choquer la vigne. Par rapport au changement du régime hydrique, on va être en lien avec tout ce qui est concurrence hydrique, notamment avec les adventices, mais aussi les vignes qui sont en haute densité, où là, les concurrences vont être plus importantes. L'augmentation de la demande hydrique, comme on a pu voir précédemment, puisqu'il fait plus chaud, en fait, la vigne transpire plus, et donc plus elle transpire, plus elle a besoin d'eau. Et donc là, on va avoir sur des phénomènes de sécheresse estivale plus importantes, mais aussi de carence en d'huile, puisque la vigne s'alimentant sur les 50 premiers centimètres, s'il n'y a pas d'eau à ce niveau-là, en fait, on risque d'avoir des éléments qui ne sont pas en solution et qui ne sont pas forcément disponibles pour la vigne.
L'inversion des risques maladies ravageurs, avec notamment les maladies cryptogamiques, où on voit en fait une inversion ces dernières années du risque mildiou et oïdium, donc avec des climats qui sont plus proches du climat du sud, où dans le sud de la France, on a plutôt des risques maladies liés à l'oïdium plutôt qu'au mildiou. Et aussi l'apparition ou la réémergence ou l'émergence de nouveaux ravageurs qui ne sont pas habituels en Centre-Val de Loire. On aura aussi une augmentation du dépérissement du vignoble en lien notamment avec les maladies du bois et de l'esca qui, en fait, on a une sortie beaucoup plus importante lors d'épisodes de sécheresse forte. Par rapport aux phénomènes extrêmes, donc là, ça va être vraiment tout ce qui est en lien avec les températures extrêmes, notamment les grillures des feuilles, l'échaudage du raisin, les blocages de la vigne, mais aussi la gestion du personnel en activité extérieure, notamment. Donc, ça va être tout ce qui est phénomène de canicule et gestion des ouvriers pendant des périodes très chaudes. Voilà, donc là, on va faire un rapide focus au niveau des vendanges, donc tout ce qui est entré entre raisin, mou, vinification et produits finis. Donc par rapport aux vendanges, donc on va avoir des vendanges qui vont se faire de plus en plus en période chaude, en lien avec l'augmentation des températures, mais aussi avec l'avancement des stades phénologiques. Donc là, ça va avoir un impact sur l'organisation du chantier des vendanges, que ce soit des vendanges manuelles, avec donc, la gestion des ouvriers, mais aussi les vendanges machines, comme on a pu voir sur la vidéo précédente avec les vendanges nocturnes. Ça va être le raccourcissement de la période de vendange, donc notamment la vendange, les raisins vont acquérir très rapidement en fait leur sucre, donc il va falloir vendanger de manière beaucoup plus rapide et courte. Et aussi tout ce qui est impact qualitatif et quantitatif en cas de stress hydrique pendant cette période-là. Par rapport au raisin et au mou, là, on va avoir tout ce qui est changement de profil du raisin en lien avec l'augmentation de la teneur en sucre des raisins, la baisse d'acidité, l'impact sur la composition et le potentiel aromatique, mais aussi tout ce qui va être complexification pour atteindre les maturités optimales en même temps, c'est-à-dire atteindre les maturités technologiques et phénoliques de manière assez proche, pour éviter en fait d'attendre attendre trop pour avoir des maturités phénoliques, tandis que les maturités technologiques s'envolent. On va aussi avoir l'augmentation de la sensibilité des mous à l'oxydation enzymatique, notamment en lien avec des vendanges qui se font à des températures chaudes et des mous qui vont être aussi à des températures plus importantes. Par rapport aux vinifications, on va avoir tout ce qui est augmentation de la température, en lien avec l'augmentation de la température extérieure, mais aussi du mou, du chai. Donc, il va falloir vraiment avoir une vigilance accrue sur la gestion des températures et notamment la gestion en froid. La complexification de la gestion des fermentations, puisqu'en fait, on va avoir donc des mous qui sont plus riches en sucre et moins acides. Donc, en fait, il va falloir que les levures, comme on a vu dans la vidéo, puissent assimiler et transformer l'ensemble de ces sucres, ou du moins dans l'objectif voulu. Donc là, ça va être ça à prendre en compte, comment faire pour gérer ça au mieux. Le changement d'équilibre des vins avec plus d'alcool, moins d'acidité. Donc c'est pareil, un phénomène à prendre en compte et à devoir s'adapter. Et une sensibilité à l'oxydation accrue sur vin. Par rapport aux produits finis, donc là on va avoir tout ce qui est accélération du vieillissement prématuré des vins, donc surtout en lien avec en fait des produits qui vont être soumis à des températures et des stress plus importants. Donc un vin plus fragile, apparition de nouveaux défauts également, diminution de la stabilité des vins en termes équilibre physico-chimique en lien avec l'acidité et l'alcool, mais aussi au niveau microbiologique, puisqu'on va avoir en fait des mous qui sont plus en fait intéressants pour tout ce qui est Brettanomyces et des choses comme ça qui vont être de manière plus développée. Et aussi tout ce qui est changement de profil, puisqu'on va avoir donc des vins qui sont modifiés de par le changement climatique et donc qui ne correspondront plus forcément à ce qu'on avait l'habitude de boire dans le Centre-Val de Loire et donc avoir une incompréhension du consommateur. Et aussi tout ce qui est changement de la saisonnalité chez commercialisation et notamment de la gestion de la saison creuse post-vendange avec donc de devoir trouver en fait des activités pour les ouvriers à ce moment-là.
Voilà, donc pour cette partie, alors effectivement, on a vu des impacts qui étaient vraiment à l'échelle de l'entreprise, hein, mais il existe également des impacts qui ne sont pas dépendants de l'entreprise, hors échelle de l'entreprise, notamment avec tout ce qui est en lien avec le marché et la filière. Par exemple, on va avoir des pertes de repères des consommateurs par rapport au profil du vin, donc au niveau du marché. La compétitivité des régions viticoles avec notamment l'émergence et le développement de nouveaux vignobles en lien donc, avec des températures qui vont être plus accessibles pour le développement de vins et de vignes, notamment dans les vignobles du Nord, dans les régions du Nord, par exemple, type Royaume-Uni ou Suède, Norvège. Et l'importance donc, de la stratégie d'entreprise, parce qu'effectivement, elle s'inscrit dans un contexte climatique, mais elle s'inscrit aussi dans un contexte environnemental, sociétal, économique. On va aussi avoir l'importance de la filière et donc notamment du collectif, puisqu'en fait, on a l'inaccessibilité des leviers d'adaptation, puisqu'elles dépendent souvent d'échelles supérieures qui ne sont pas donc propres à vous, à votre entreprise, notamment tout ce qui est la gestion des cahiers des charges des AOC, l'INAO et le droit du travail. Donc voilà, donc ça, ce n'est pas forcément de votre fait. Donc pour pouvoir s'adapter, il va falloir aussi que ces cahiers ou tout ça évolue. Et normalement avec la réglementation sur le travail de nuit. Mais effectivement, alors là, on a vu des impacts négatifs, mais il n'y a pas que des impacts négatifs dans le changement climatique, il y a aussi du positif, surtout en Centre-Val de Loire, notamment avec une amélioration de la maturité des raisins, comme on a pu voir dans les vidéos. Avant, il était compliqué d'atteindre 10 degrés en termes d'alcool. Voilà, maintenant, 13 est atteint très facilement. Donc voilà, ça, c'est des choses positive, une diminution des caractères végétaux et herbacés, effectivement, voilà, Cabernet Franc qui était poivron dans les années passées et puis qui maintenant atteint un très beau fruité sans problème. L'augmentation de la teneur en composés phénoliques, notamment avec les anthocyanes, où on a des vins très riches en couleurs, avec de très jolies couleurs ces dernières années. Une amélioration de la qualité des millésimes, où depuis plus d'une dizaine d'années, on a des millésimes qui sont des millésimes très qualitatifs qui s'enchaînent les uns après les autres. Une diminution de la gestion des adventices pendant l'été, effectivement, il n'y a plus d'eau, donc il n'y a plus d'adventices qui poussent, donc c'est toujours ça à prendre et donc ça de moins à passer pendant l'été. Et l'augmentation des millésimes à faible pression phytosanitaire, puisque on voit de grandes fenêtres sèches pendant la saison, donc en fait des risques cryptogamiques ou de ravageurs beaucoup moins favorables, même si effectivement il existera quand même des millésimes où la pression sera présente. Et puis, avec l'avancée des vendanges, on a la possibilité aussi d'augmenter la mise en réserve de la vigne et justement, une des possibilités pour lutter justement au débourrement plus précoce. Mais tout ça vraiment dépend si le feuillage est encore efficace. Donc, il faudra bien prendre ça en compte pour avoir un feuillage optimum pour favoriser cette mise en réserve. Donc, dans le travail de Climanvie, on a également travaillé en fait sur les adaptations, puisqu'en fait, il y a des impacts, mais il existe aussi des adaptations possibles à mettre en œuvre. Donc ça, en fait, qu'en est-il des exemples d'adaptation? En fait, elles vont être proposées dans les livrables Climanvie qui sont à disposition. Je n'ai malheureusement pas suffisamment de temps en fait, pour vous évoquer avec vous l'ensemble des solutions d'adaptation qu'on a pu réfléchir pendant l'action Climanvie. Alors, elles seront proposées donc soit dans les livrables, soit dans les formations sur le changement climatique qui est issu de l'action Climanvie et qui sera proposée en région, mais aussi dans des infographies qui seront à distribution dans les prochains mois. Alors rapidement, donc qu'est-ce que les exemples d'adaptation, comment ils vont se présenter? En fait, il va y avoir donc des livrables Climanvie. Donc on a 4 livrets qui ont été faits, dont les impacts ont été classés selon que les solutions soient en lien avec le terroir et le matériel végétal, la viticulture, l'onologie et l'organisation du travail. Donc en fait, en fonction de comment vous voulez vous adapter, vous irez feuilleter dans ces livrets pour trouver des propositions. Donc par exemple, je suis désolée, c'est un peu flou. Donc là, en fait, on a un exemple de feuillet. Donc c'est justement pour le terroir et matériel végétal. Donc on voit dans un premier temps l'impact dont il est question, avec donc là qui est le risque de gel sur terroir précoce. On a les indicateurs climatiques et agroclimatiques qui sont en lien avec l'impact proposé.
On a en fait un petit picto, il y a écrit degré de confiance. Donc là, on a le degré de confiance 2 qui indique en fait une certitude moyenne de réalisation. Donc, ils seront classés de 1, 2 et 3. Et ensuite, on a en fait 3 exemples d'adaptation possibles pour cet impact qui sont proposés. Donc là, on est surtout des cartographies des zones gélives pour éviter justement la plantation dans ces zones à risque ou pour au moins adapter sa stratégie selon l'échelle. On a l'adéquation terroir matériel végétal, c'est-à-dire voilà, vraiment éviter de planter des cépages ou des clones, en tout cas, qui vont être plutôt précoces sur des terroirs précoces pour éviter ce risque de gel sur les terroirs précoces qui vont être donc blancs. Mais aussi, on va avoir tout ce qui est agroforesterie, installation de haies, pour justement limiter et tamponner en fait les excès climatiques en termes de température. Mais alors, c'est valable pour les températures froides, c'est aussi valable pour les températures chaudes. Et justement, alors là, par contre, il faudra réfléchir à leur implantation pour justement limiter en fait les couloirs de gel au niveau et éviter en fait qu'ils stagnent au niveau de votre parcelle de vigne. Donc, en fait, pour ces exemples d'adaptation, on a en fait à chaque fois des pictogrammes qui caractérisent l'exemple en termes de coût, en termes d'impact environnemental, mais aussi en termes d'impact de gaz à effet de serre. Alors, on aura aussi d'autres pictos qui pourront proposer voilà, que c'est favorable à la biodiversité, par exemple, ou alors qu'en fait, on rentre sur des concurrences entre des territoires. Et on aura aussi donc, des références bibliographiques, des articles, liens, accès à des ouvrages pour aller plus loin sur l'adaptation proposée, si cela vous intéresse, voilà, d'avoir plus d'informations, des informations plus complémentaires. Donc là, par exemple, c'était sur le risque de gel au niveau plutôt du terroir, donc comment je gère au niveau terroir et matériel végétal, mais en fait, on a la même chose au niveau conduite de la vigne. Hein, donc là, on est sur des gels plutôt tardifs. Et là, en fait, sur cette feuille-là, on va vous proposer les différentes techniques de lutte anti-gel avec l'aspersion, le brassage de l'air, la protection par chauffage. Et aussi, vous verrez en dessous sur les commentaires avec donc, tout ce qui est la lutte préventive avec la taille tardive, l'absence de travail du sol ou de la gestion des couverts entre 48 et 92 heures avant un risque de gel annoncé, etc. Donc, et pour chaque adaptation, vous avez de nouveau les pictogrammes pour qualifier ces adaptations-là en termes de coût, d'impact, de gaz et d'impact carbone. Voilà, donc ça c'est pour la partie livrable de Climanvie en termes de livret, mais aussi on a exactement, donc dans le cadre de la formation en région, ces impacts sont listés et ensuite ils sont des exemples d'adaptation sur nos nouveaux proposés, voilà, lors d'une formation. Donc là c'est sur un module mixte digitalisé, c'est-à-dire à distance de votre ordinateur. Vous faites ces modules-là sur votre ordinateur et vous pouvez voir des exemples d'adaptation possibles. Donc là on était sur les phénomènes extrêmes. On va avoir par exemple l'échaudage des baies en lien avec les températures extrêmes. Donc les températures extrêmes, l'impact, on a des échaudages sur baies. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? C'est limiter les feuillages au niveau face ouest et sud et les rognages pour éviter d'avoir en fait une mise au soleil de ces raisins. Possibilité aussi d'avoir des pulvérisations d'argile pour faire un écran de protection au niveau des baies, en fait, comme une crème solaire. Agroforesterie aussi, de nouveau, pour avoir de l'ombrage et un microclimat favorable et une diminution des températures au niveau de la vigne. Donc voilà, où par exemple là, c'était la gestion du personnel en activité extérieure, mais aussi on avait tout ce qui était blocage de vigne. Et donc voilà, vous voyez qu'en viticulture, on a ce qui est en vert, matériel végétal, et voilà, on a regardé le code couleur, on a regardé les impacts pour que ce soit plus clair. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Merci Mélissa. Donc vous voyez que on a bien avancé, donc que ce soit sur les impacts comme sur les solutions d'adaptation, et on a des livrables qui vont être assez complets à vous fournir prochainement. Ce qu'on propose donc dans cette nouvelle séquence, c'est le témoignage de 3 vignerons. Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place sur mon entreprise, Mon grand-père
a vendangé en moyenne au 15 octobre, mon père au 1er octobre et moi au 20 septembre. Le calendrier de travail, je dirais, de la taille jusqu'à la récolte, il a complètement changé, quoi. C'est vraiment la gestion pendant la période végétative qui est primordiale. Si on rate quelque chose, on passe à côté. Chissé en Touraine, à 2 pas de Chenonceau. 18 septembre, à 8 h, il fait déjà plus de 20 degrés. Chissé, Mont-Louis-Vouvray. En 2020, les 45 hectares du domaine de François Chiden ont été vendangés en un temps record. Avant, on travaillait sur 4 à 5 semaines de vendange. Là, cette année, on va faire la totalité du domaine en 16 jours. Parce que les degrés alcooliques montaient de façon conséquente, donc il a fallu gérer le plus rapidement possible. Pic de chaleur, forte pluie, coups de gel, l'évolution climatique a bouleversé l'organisation du travail et imposé de nouveaux équipements. Dans le Loir-et-Cher, Nicolas et Philippe Houdard gèrent les 11 hectares du domaine familial depuis 2013. Et sur les coteaux de Mareuil-sur-Cher, ils ont commencé par gérer la menace, devenue récurrente, des épisodes de gel au printemps. En 2016 et en 2017, on a gelé sur l'exploitation à hauteur de 50-60%. On a investi avec plusieurs collègues vignerons du coin dans des tours anti-gel. Le coût de protection de la tour anti-gel nous revient à peu près une dizaine de centimes à la bouteille. Sancerre, le 12 janvier, vent fort, pluie et froid de saison. Avec son frère, François Cherrier exploite le domaine depuis 1984. 10 hectares à Mentou-Salon, 18 sur les coteaux sancerrois et une adaptation permanente. L'évolution climatique ici nous a obligés à raisonner sur le rognage. Puis on va rogner beaucoup plus large pour éviter les brûlures par le soleil. Si on rogne trop haut, on risque d'avoir trop de sucre à l'arrivée. Il y a certaines parcelles, on peut se permettre de les planter dans un autre sens, ce qui fait qu'au moment du zénith, les rayons du soleil ne sont pas perpendiculaires au rang et donc on a beaucoup moins de brûlures. Les raisins sont bien à l'ombre. Département, sol et cépages différents, ces 3 vignerons ont pourtant une stratégie commune, c'est l'utilisation de couverts végétaux. L'enherbement ici sur nos vignobles nous permet de limiter l'érosion. Donc là, il y a du triticale, il y a un peu de fenugrec. Les sécheresses nous compliquent énormément la tâche puisque nous, on veut un enherbement, mais un enherbement non concurrentiel. Ça nous oblige à ressemer régulièrement. On laisse pousser l'herbe, ça permet de conserver une certaine fraîcheur. Entre un sol avec un couvert comme celui-ci et un sol nu, il y a des études qui montrent qu'il peut y avoir un écart de 7 degrés. La gestion de l'eau à travers les couverts, c'est primordial. Après les vendanges, on sème des céréales, des légumineuses, des plantes mellifères. Ça fonctionne que si on accompagne avec des composts. 1 kg d'humus et 10 litres d'eau en stock dans le sol. Les feuilles sont vraiment bien épaisses, c'est vraiment différent de ce qu'on connaît sur des cépages classiques, quoi. On est passé sur des porte-greffes qui vont avoir tendance à faire plus plonger les racines rapidement pour aller chercher plus d'eau en profondeur. Un porte-greffe qu'on met bien utilisé dans les sols de silex, traçant, mais on ne peut plus l'utiliser parce que lui, dès qu'il y a une moindre sécheresse, il perd toutes ses feuilles. Au moment de la réception de vendange, on refroidit énormément. On se sert de neige carbonique pour refroidir les jus. On s'est équipé de groupes de froid assez performants. Donc on descend le mou à 13 degrés. On a intégré le shade dans la roche pour pouvoir maîtriser justement les excès de température. On a des aérothermes. Et dans la phase d'élevage, pour stabiliser les vins, on maintient la température entre 8 et 13 degrés. Voilà nos caves, c'est le moyen naturel, le meilleur pour conserver le vin. Il fait 12 degrés, 90% d'humidité, c'est idéal pour la conservation de nos vins en bouteille et faire quelques cuvées en barrique. C'est des vins plus attractifs aujourd'hui. La galère, c'est qu'il faut s'occuper un peu plus de la bonne température, c'est plus compliqué. Ça fait partie de notre métier de chercher des choses et puis tous les millésimes sont différents. Donc voilà, il faut essayer. Il y a des expériences dans d'autres pays du monde qui sont positives. Il faut se servir de ces savoirs-là pour faire avancer notre façon de penser, notre façon de travailler. On va apprendre au fur et à mesure que le changement climatique va avancer. Il va falloir travailler, mais ça, on le fait depuis X générations. Donc
On s'est bien affranchi du phylloxéra et ainsi de suite. Donc c'est un challenge de plus à relever. Donc, vous venez de voir la vidéo avec nos 3 vignerons qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses sur leur entreprise. Donc, ce qui est rassurant, c'est que l'adaptation, elle existe au quotidien sur les entreprises. Donc, maintenant, on va passer, je vais faire l'intervention qu'Isabelle Lajeunesse avait prévu de faire. Donc, voilà, sur les leviers d'adaptation déjà identifiés. À savoir qu'on a, comme on l'a présenté tout à l'heure, on a eu 3 sites pilotes, donc un sur la zone de Chinon, un sur la zone de la Touraine, Loir-et-Cher, et un sur la zone de l'Est à Sancerre, où on a fait un certain nombre de scénarios et voir leur adaptation aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre à court terme, à moyen terme et à long terme sur ces entreprises, et puis recenser déjà ce qui avait déjà été mis en place et puis ce qui pourrait être mis en place sur ces mêmes entreprises. Donc, en sachant que l'idée, c'était, comme l'a dit Mélissa tout à l'heure, c'était de reprendre les thématiques principales, à savoir le matériel végétal et le terroir, la conduite du vignoble et la viticulture, évidemment, la vendange et la vinification et l'organisation du travail. Donc, on a eu les mêmes entrées que ce que Mélissa vous a présenté. Et sur ces 3 entreprises-là, donc, on a essayé de faire l'inventaire de tous les impacts du changement climatique, identifier les leviers d'adaptation, savoir ce qui était possible de faire ou pas faire, identifier les freins à l'adaptation, parce que je dirais, il peut y avoir aussi des éléments qui font que l'adaptation n'est pas forcément possible ou envisageable, et puis définir avec ces 3 chefs d'entreprise donc les trajectoires d'adaptation, et vérifier si elles sont réalistes économiquement et techniquement. C'est-à-dire pas avoir que du faucon ou yaka. Donc, c'était vérifier comment on pouvait le mettre en place. Alors, ce qui ressort globalement comme enseignement en termes de synthèse sur ces 3 entreprises, c'est qu'il n'y a pas un sentiment d'urgence absolue, pas de panique. Donc, on n'a pas senti des 3 vignerons qui étaient dans l'urgence ou dans la panique totale. C'est qu'ils avaient une faculté d'adaptation par rapport à la situation. Donc ça, c'était rassurant. Le deuxième point, c'est que le changement climatique, c'est un enjeu important, et ça, ils l'ont bien mis en évidence, mais qu'il y avait d'autres enjeux qui étaient aussi importants pour eux, c'est l'écologisation des pratiques, c'est-à-dire tout ce qui est transition écologique aujourd'hui et cette adaptation par rapport à cet enjeu important. Et puis, un point qui est ressorti aussi, c'est ce problème de gestion de main-d'œuvre, de ressources de main-d'œuvre et de gestion de main-d'œuvre. Donc, ces 2 points-là qui sont aussi importants, voire plus importants que la partie changement climatique, sans dénier que le changement climatique n'était pas important. Le 3e point, c'était il n'y a pas forcément un besoin d'équipement et de capacité à investir aujourd'hui, et ce n'était pas forcément un frein à l'adaptation aujourd'hui. Ce qui est ressorti aussi, c'est la hausse et la fréquence des bons millésimes. Et ça, on le voit quand même depuis ces dernières années. 2018, 2019, 2020 en sont le parfait témoignage. Forcément, des maturités, comme l'a précisé ou présenté Mélissa, donc c'est les maturités plus faciles, notamment sur les rouges, qui sont atteintes beaucoup plus facilement aujourd'hui. Et puis, autre point, c'est le climat chaud peut avoir aussi des effets bénéfiques, notamment sur la période de travail du sol l'été, donc avec des pousses d'herbe moins importantes. Ce qui a déjà été activé sur les entreprises, donc c'est la lutte contre le gel. Donc c'est sûr qu'on a eu des épisodes successifs importants ces dernières années ou ces dernières décennies, et il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites sur l'ensemble des vignobles du centre Val-de-Loire sur de la lutte anti-gel. Le deuxième point, c'est, comme l'a précisé un des vignerons dans la vidéo, donc c'est cette capacité ou ce besoin de capacité en froid. Donc, forcément que ça soit
quelque chose qui soit pris en compte, que ce soit à la vendange ou durant la vinification. Avoir une connaissance sur ces évolutions climatiques de façon à toujours être en veille par rapport à tout ce qu'on a pu avoir, enfin tout ce qui nous a été présenté ce matin, de façon à pouvoir se recaler par rapport à ces évolutions-là. Le troisième point, le quatrième point plutôt, c'est en termes d'organisation sur les entreprises par rapport aux prévisions météo. Donc, on l'a vu sur les chantiers de travaux à la vigne ou à la cave. Donc, il faut forcément qu'on revoie un peu les choses et il y a forcément des choses qui sont mises en place. On parlait de vendange de nuit tout à l'heure et des équipes plus importantes sur certaines phases sur les interventions à la vigne ou à la cave. Il y a eu quelques freins à l'adaptation. Donc, le premier frein qui ressort, c'est le frein réglementaire, notamment les possibilités d'évolution des cahiers des charges. Donc, ça, c'est sûr que c'est un point important qui est ressorti avec nos 3 vignerons. C'est cette capacité de faire évoluer les cahiers des charges aujourd'hui. Et on le voit sur les évolutions de l'encépagement. l'INAO aujourd'hui ouvre la possibilité d'imaginer de l'expérimentation pour de nouveaux cépages. Le frein scientifique, donc, c'est avoir une meilleure connaissance de l'évolution et de la prévision des aléas extrêmes. On l'a vu tout à l'heure avec ces problèmes tempêtes, gel et autres. Les freins sociaux, on l'a vu également, c'est sur des vins qui ont des profils totalement différents de ce qu'on pouvait avoir par le passé et l'acceptabilité des consommateurs par rapport à ces évolutions de la typicité des vins. Et puis, ce qui peut être un frein, c'est ce besoin d'accompagnement des entreprises de façon à leur apporter de la matière pour anticiper ces évolutions-là. En termes d'adaptation, de trajectoire d'adaptation, ce qu'on a refait sur les 3 entreprises, on retrouve, c'est cette cartographie, on retrouve nos 4 entrées, donc territoire et matériel végétal, la viticulture, la vendange, la vinification et l'organisation du travail. Donc aujourd'hui, en situation d'aujourd'hui, ce qui va nous emmener sur le moyen terme 2025-2030 et sur le long terme. Et après, nous avons le code couleur, donc ce qui est vert, ce qui est envisageable, ce qui est en orange, et là sur la carto de Fabien, il n'y a rien qui est ressorti en orange, et en rouge, ce qui est inenvisageable. Et en fait, quand on regarde cette cartographie, il ressort qu'il y a beaucoup de choses qui sont en vert, donc sur tout ce qui a déjà pu être mis en place sur les entreprises. Je laisserai tout à l'heure Fabien développer cette partie-là. Et ce qui ressort sur les 3 cartographies, on n'en met qu'une là, mais on aurait pu sortir les 3 cartographies des 3 sites pilotes. Et en fait, il ressort peu de choses en rouge. Donc, hormis quelque chose de récurrent sur les 3 entreprises, c'est ce problème de terroir et d'évolution des terroirs par rapport à conquérir de nouveaux territoire viticole, donc ça c'est un point important qui est ressorti. Et puis l'encépagement, c'est-à-dire que nos appellations sont conçues avec un cahier des charges dans lequel il y a un historique, notamment un historique en cépagement, et c'est vrai que c'est compliqué de se dire on va introduire de la Syrah ou autre cépage dans nos décrets d'appellation. On n'en est pas encore là, mais voilà, c'est essentiellement les 2 points qui sont ressortis comme difficilement envisageable, et ça a été vérifié sur les 3 sites pilotes. La conclusion, c'est de ce travail qui a été fait sur les 3 sites pilotes. Point de vigilance sur le climatique, c'est le gel reste le point le plus important, avec le stress hydrique, les fortes chaleurs lors des vendanges qui nécessitent des équipements hochés. Le deuxième point, donc, c'est la lutte anti-gel, on l'a vu, et le stress hydrique. Et éventuellement, par rapport à des vignobles qui se seraient équipés sur de la lutte anti-gel, notamment avec de l'aspersion, voilà, est-ce qu'on aura la ressource en eau suffisante pour les années à venir? L'ouverture aux cépages résistants, donc c'est ce qu'on évoquait, sur les cépages résistants et autres cépages et nouveaux cépages, c'est faut forcément qu'on mette en place de l'expérimentation, de l'accompagnement pour apporter des réponses à nos viticulteurs.
le besoin de communiquer auprès des clients, des viticulteurs, donc pour accompagner l'évolution de la typicité, notamment sur les vins blancs. Donc, leur expliquer voilà, qu'on est sur des profils de vins qui changent aujourd'hui et qui vont changer encore plus demain. Donc, voilà, qu'ils ne soient pas perturbés par ces changements de profil, ce profil de typicité. Et puis, le rôle de EVG, donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc les AOC, donc, elles devront s'équiper collectivement et mettre en place des moyens d'adaptation majeurs pour faire évoluer éventuellement leur cahier des charges pour s'adapter à tout ce qu'on a pu voir. Alors, il y a des choses positives, donc, et on va le voir dans la prochaine vidéo, donc des perspectives d'adaptation, donc des mesures qui sont sans regret ou des points positifs. Donc, c'est des points sur l'amplitude du réchauffement. Donc, il y a forcément eu des effets hyper positifs, on le va voir tout à l'heure. Et puis, ce qui est ressorti sur les 3 sites pilotes, l'adaptation, c'est important, on le voit, on l'a vu, mais il faut forcément commencer à réfléchir et à travailler sur le volet atténuation. C'est tout ce que je veux mettre en œuvre sur mon entreprise. Il ne faut pas que c'est un effet pervers par une augmentation des gaz à effet de serre. Donc voilà, il faut impérativement inclure cette dimension du volet atténuation après avoir travaillé sur le volet adaptation. Donc, ce que je propose, c'est que Fabien est un vigneron des 3 sites pilotes, qui nous exprime comment il a vécu cette expérience de site pilote, et on lui a posé 2 questions sur lesquelles on va le laisser répondre à ces 2 questions-là. Bonjour à tous, Fabien Demois, vigneron à Cravant-les-Coteaux. Les 2 questions, la première c'était qu'est-ce que j'ai déjà mis en place sur mon entreprise, et la deuxième, je réponds en deuxième temps, c'est quels sont les freins et les limites aujourd'hui de l'adaptation au changement climatique pour mon entreprise. Déjà une chose, je pense, qui est très importante dans le changement climatique, c'est d'essayer de toujours anticiper le travail. Encore une fois, si on n'a pas la capacité d'anticiper sur son entreprise, on prend vraiment le changement climatique de plein fouet, et là, du coup, on est un peu dans une impasse. Moi, la première chose que j'ai faite pour le changement climatique, c'est déjà de protéger le vignoble contre le gel. On était, avant le gros gel de 2016, on était protégé à hauteur de 15%. Et à la suite de ce gel-là, on a protégé le domaine à hauteur de 90%, ce qui est quand même plutôt, je pense, une assurance comme d'autres. Ensuite, après, c'est surtout ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est dans la mise en place du travail pour les salariés. On a très bien vu que la campagne de taille était de novembre à mars et allait passer de décembre à février. Donc, comment s'adapter, comment on ne peut pas malheureusement multiplier les personnes. On a fait quelque chose qui est assez simple à mettre en place et qui me paraît assez pertinent, c'est qu'on a taillé, tiré les bois sans nettoyer les baguettes. Et on s'est gardé ce travail-là en fait pour le mois de mars. Ça nous permet que si on a un débourrement qui est très précoce, eh bien, de ne plus avoir les bois à tirer et de plus du coup abîmer les bourgeons au mois de mars. Voilà, après toute la partie ébourgeonnage, c'est pareil. C'est comme l'a dit François Chidien tout à l'heure, c'est sur un temps qui est très réduit parce que la vigne pousse beaucoup plus vite. Alors ce qu'il faut, c'est anticiper encore. Je pense que c'est un peu le maître mot. On essaie d'attaquer très tôt les ébourgeonnages à partir de mi-avril ou la première quinzaine d'avril. Après, sur la partie vendange, ce qu'on a mis nous en place cette année, on a 90% sur la vendange manuelle. On l'a faite en caisse à crément, ce qui nous permet, lors de journées très chaudes, de pouvoir les passer dans un camion frigo, déjà dans un bâtiment climatisé. Ce que le Covid nous a aussi permis, un peu obligé de faire cette année, c'était par rapport aux vendanges manuelles, de ramasser que le matin, sans faire de pause déjeuner. Donc, du coup, on a fait 7h30, 1h30, 6 jours sur 7, et c'était plutôt très bien apprécié par les vendangeurs. Donc, je pense peut-être à renouveler, ça nous permet du coup de ramasser des raisins plus frais, et puis pas faire de pause de midi, donc pas de souci de donner par rapport à l'épidémie du Covid.
aussi, on essaie depuis 2 ans d'anticiper la récolte et de ne pas attendre d'avoir des degrés trop forts en alcool pour ramasser. Je pense que ce qui fait que notre typicité en Loire, c'est d'avoir des vins frais. Et il est important de ne pas aller chercher des taux d'alcool trop importants pour perdre cette fraîcheur. Et puis après, sur une vision à plus ou moins moyen terme, ce qu'on essaie de pratiquer sur une nouvelle plantation, c'est de privilégier plutôt les terrains, on va dire les terrains argileux, qui ont une bonne réserve hydrique pour éviter les phénomènes de stress hydrique l'été sur les sables. Donc on essaie plutôt d'arracher dans des sables et de planter plutôt sur des parcelles plus argileuses. Alors sur la deuxième question, quels sont les freins? Pour moi, il n'y a pas beaucoup de limites. La limite peut-être la plus importante, c'est la capacité d'investissement des entreprises. Comme l'a dit Jean-Martin, c'est très excitant, mais c'est aussi très gourmand financièrement. Forcément, on fera des erreurs parce qu'on part un petit peu dans une inconnue. On fera forcément des erreurs et voilà, il ne faut pas que c'est un coût trop important pour les entreprises. Après, il y a aussi une partie de temps. Les journées font malheureusement que 24 heures et on n'arrive pas à faire forcément ce que l'on veut. Je pense qu'on a expérimenté encore. Il y a moi, quelque chose qui me pose vraiment souci sur mon entreprise depuis 2-3 ans. C'est ces coups de chaud, ces coups de stress hydrique qui favorisent le flétrissement de graines. Et moi, je l'estime à une perte de récolte récurrente de hauteur de 5 à 10%, qui peut être plus importante sur des années un peu catastrophiques comme 2018. La première remontée que j'ai, c'est qu'une parcelle qui a subi un arrosage par une pluvio de 25 à 30 mm 15 jours avant ce stress, il y a beaucoup moins de risque d'avoir des graines flétries qu'une parcelle qui n'a pas eu cet arrosage-là. Donc voilà, comment faire? Est-ce qu'il est intéressant à un moment de travailler sur l'irrigation de la vigne? Je pense qu'il faudra se poser les questions. Et dans quelque chose de plus global, la gestion de l'eau dans notre monde viticole, je pense qu'elle sera aussi très importante. Et puis aussi une incertitude dans le monde dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui. On se pose la question aujourd'hui de se projeter dans 30 ans. On ne sait pas si demain les restaurants vont ouvrir. Voilà. Donc ça résume un petit peu dans l'état que l'on est au jour d'aujourd'hui. Il faut se projeter, c'est important, mais voilà, comment faire, quoi faire, c'est toujours un peu des questions qui nous restent en suspens. Donc voilà, merci à tous. Merci Fabien. Donc, voilà, donc ça permet d'avoir le témoignage d'un des viticulteurs qui a été site pilote. Donc voilà. Puis avec ce ressenti sur le changement climatique et d'autres enjeux aujourd'hui qui sont relativement importants. Ce qu'on vous propose, donc, c'est Nicolas Rago, donc, de l'Université de Tours, donc, qui va vous présenter, je dirais, la synthèse de notre travail sous le format d'une application. Donc, je laisse Nicolas intervenir. Bien, bonjour à tous. Donc Nicolas Rago, effectivement de l'Université de Tours. Alors, dans le cadre du projet Climat-Vie, l'université a été mise à contribution sur différents aspects. Et donc, avec notamment l'école d'ingénieurs Polytech et ses étudiants, on a travaillé à la mise en place d'une application Climat-Vie, qui va permettre en fait d'avoir un accès à l'ensemble du matériel qui a été conçu dans le cadre du projet dont vous venez d'avoir un aperçu, de façon un peu plus simple, plus interactive et spécifique par rapport à vos besoins. Donc l'objectif, ce n'est pas de se substituer à l'ensemble du matériel qui a été produit, puisque ici, c'est une vision un peu plus simpliste, mais plus facile d'accès. Alors, plus précisément, dans cette application, on va retrouver l'ensemble des indicateurs climatiques et agroclimatiques dont on vient de parler, qui vont être spécifiques en fonction de votre localisation en région centre, en fonction du scénario climatique que vous allez choisir, et pour les indicateurs agroclimatiques en fonction du cépage. Et ces indicateurs, donc, on a leur évolution sur les 3 périodes de temps qu'on a considérées, donc la période passée, le futur proche et le futur un peu plus lointain, c'est-à-dire la fin du cycle.
On retrouve également dans cette application un résumé des impacts et des solutions dont Mélissa Merdi vient de parler. Alors, cette application est avant tout destinée évidemment aux viticulteurs, aux conseillers viticoles et au personnel des chambres d'agriculture, ainsi qu'aux enseignants des lycées agricoles, notamment lorsqu'ils suivront les formations Climat-Vie dont on a parlé, dont on reparlera juste après. Une vidéo démonstration, par contre, sera accessible à tous pour faire la promotion de l'outil. Alors, je vais vous faire une démonstration rapide de l'outil. C'est une version qui est encore en cours de développement, donc d'amélioration. Donc, voilà, l'application commence tout simplement par demander la localisation de votre entreprise. Donc, je vais prendre par exemple ici Panzou. Donc, on voit ici que Panzou est associé au site de Cravant-les-Coteaux, donc par proximité géographique, et l'ensemble des indicateurs sont tirés en fait de ces 3 sites pilotes. Donc, vous pouvez tout à fait choisir un autre site si vous le souhaitez pour comparer les informations. À chaque fois, vous retrouverez la possibilité de choisir le type de scénario climatique dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, je vais rester sur le RCP 4.5 qui est le scénario médian. Les 3 périodes. Donc là, on va considérer l'ensemble des 3 périodes pour pouvoir regarder l'évolution. Et l'ensemble des indicateurs sont proposés ici. Donc on en aura 112 pour l'instant. Alors, si je veux juste afficher, par exemple, la température moyenne annuelle et l'évolution des températures moyennes dans un premier temps. Voilà ce que j'obtiens. Alors, les températures moyennes annuelles sur trentenaire sont présentées ici. Donc, à chaque fois, vous avez une petite bulle qui vous rappelle comment le calcul est effectué. Donc, je vous rappelle que ces températures sont donc des moyennes annuelles lissées sur 30 ans, ce qui permet d'avoir une évolution relativement lente. Et ici, on voit bien que, par exemple, lorsqu'on considère la moitié de la première période, on était à 11,4 degrés en moyenne, donc ici en 1989. Et lorsque je me projette dans l'avenir, on monte à 13,8 degrés. Donc, ce que vous voyez à côté ici, c'est une simulation de ce qui peut se produire dans l'avenir d'une année à l'autre. Donc, c'est toujours la température moyenne annuelle, mais on voit ici que les variations sont bien plus chaotiques d'une année à l'autre, comme on peut le voir dans le film. Donc, ça reste une simulation, hein, ce n'est pas évidemment une vérité certaine. Alors, ensuite, on peut s'intéresser à d'autres indicateurs, comme par exemple le nombre de jours de gel annuel, le nombre d'années avec au moins une journée à plus de 35 degrés, et par exemple le déficit hydrique par décade. Donc, ce que l'on peut voir ici, c'est que le nombre de jours de gel annuel donc, dans cette partie de la région est déjà plus faible que dans l'Est, évidemment, et il va être divisé par plus que 2 par rapport à la période passée. Donc, le nombre de jours de gel va bien diminuer, et en même temps, le nombre de journées très très chaudes entre juin et septembre va fortement augmenter, puisqu'on va passer d'environ une année sur 2 à presque chaque année une journée à plus de 35 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir dans les indicateurs précédents. Et donc, ce que vous montrait également Christophe tout à l'heure, c'est que le déficit hydrique également va démarrer beaucoup plus tôt ici, dans la période, et descendre beaucoup plus bas, puisqu'on va atteindre donc ici moins 60 mm par décade par rapport aux périodes précédentes. Donc ça, c'est pour les indicateurs climatiques. Si je prends l'ensemble des indicateurs agroclimatiques cette fois-ci, alors c'est là où je vais pouvoir afficher les choses en fonction du cépage considéré. Donc si je prends par exemple le cabernet, donc les calculs se mettent à jour pour s'adapter au nouveau cépage.
Et donc ici, j'ai 4 indicateurs qui sont présentés. Je ne vais pas forcément tous les passer en revue. Donc le nombre de jours moyen supérieur à 30 degrés pendant la période de maturation, l'indice de fraîcheur des nuits et les dates des stades phénologiques. Donc ici, si je regarde juste pour le débourrement, on retrouve tout ce qu'on a dit lors de cette présentation aujourd'hui, avec donc un avancement de cette période de débourrement, mais aussi un rétrécissement dans la durée, et surtout, comme on vous l'a précisé, en fait, la probabilité qu'il gèle pendant cette période reste constante. Donc, ce n'est pas parce que le débourrement est plus précoce que les risques de gel diminuent pour autant. Et donc, lorsqu'on regarde les autres stades phénologiques, on se rend compte également qu'ils sont plus précoces, mais aussi beaucoup plus réduits dans le temps. Donc voilà pour un aperçu de ces indicateurs. Maintenant, si on s'intéresse aux impacts et aux solutions, donc on retrouve la classification en 4 grandes catégories, donc sur le terroir et le matériel végétal, la viticulture, l'œnologie et l'organisation du travail. Donc, si je prends les impacts relatifs au terroir, on retrouve des sous-catégories, donc comme le climat, les réserves en eau des sols, le matériel végétal avec les avancées des stades phénologiques et la sécheresse, par exemple. Pour chacun des impacts, on a à la fois un degré de confiance sur cet impact et puis également l'impact par rapport à la viticulture, donc un impact qui peut être positif, comme la maturité des raisins, ou un impact négatif ou neutre. Donc si on regarde par exemple le risque de gel sur territoire précoce, on va retrouver les indicateurs qui permettent d'évaluer cet impact-là, les indicateurs climatiques et agroclimatiques, et on retrouve un ensemble de solutions possibles avec pour chacun des éléments de mise en œuvre, des ressources complémentaires, donc, qui peuvent être soit sous forme d'ouvrages, soit, j'en ai pas ici, mais sous forme de liens hypertextes, donc relatifs à la réglementation ou à la mise en œuvre. Et on retrouve également des pictogrammes qui décrivent la solution, donc en termes de coûts, par exemple, de besoins fonciers et d'impact sur l'environnement, donc que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou bien sur le sol en lui-même. Voilà. Alors, si on regarde par exemple sur l'œnologie, on va retrouver ce dont on parlait tout à l'heure également, avec les problématiques liées à l'augmentation de la teneur des sucres en raisin, la diminution de l'acidité et des pH. Donc le principe est exactement le même, avec à chaque fois donc, des éléments qui vous permettent d'apprécier l'impact et de définir vos propres solutions par comparaison les unes avec les autres. Voilà, je laisse Michel reprendre la suite. C'est possible. Merci Nicolas. Donc, je pense que là, on a un super outil qui a été développé par nos partenaires de l'Université de Tours, donc, qui va permettre d'avancer sur les impacts et les solutions en tant que telles. Donc, merci à toi, Nicolas, et à toute ton équipe pour la réalisation de cette application. Donc, ce que je vous propose, c'est, on est bientôt à la fin de ce webinaire, c'est vous présenter une vidéo donc, sur le témoignage de 3 viticulteurs, 3 doyens, mais 3 viticulteurs qui ont un vécu déjà, donc, et qui ont déjà vécu par le passé des bouleversements et qui ont su s'adapter à la situation. C'est plus un changement qu'un réchauffement. C'est toujours compliqué des changements, vous savez, quand on est habitué à quelque chose. Les bouleversements, il y en a eu, on a tendance à rapidement oublier l'histoire. Philippe Boucard, un grand de Touraine, 45 hectares sur la Haussée-Bourgueil. Alain Godot, 45 hectares sur la rive droite du Cher, à Civray de Touraine et Chenonceau. Gérard Cordier sur les coteaux de Reuilly. Leur histoire,
est ponctuée de bouleversements. Les années noires, dans notre métier, elles peuvent être que de deux origines. C'est soit climatique, soit économique. Premier séisme économique, le phylloxéra à la fin du 19e siècle. Il a pratiquement rayé le vignoble de la carte de France. Une crise majeure qui a contraint les vignerons à replanter en ligne, à greffer. La naissance finalement de la viticulture moderne. À la fin des années 60, nouveau bouleversement. Les vins courants se vendent moins, une politique de qualité et la mutation de l'encépagement se mettent en place. On l'a fait parce que ça correspondait à la demande de la clientèle. Sur certains secteurs, c'était surtout les cépages hybrides et les vignerons ont planté les plants dits nobles, les plants d'appellation. Dans les 5-6 années qui suivaient, du gamay, il n'y en avait pratiquement plus. Les gens avaient commencé à replanter des pinots noirs, des pinots gris pour justement faire cette appellation qui est aujourd'hui notre richesse sur Reuilly, le pinot gris. Les années 80 ont été marquées par une évolution technique majeure, les machines à vendanger. Je ne voyais pas du tout la machine à vendanger dans les vignes, on avait été habitué à vendanger à la main. Personne n'était vraiment prêt. Il y avait des préjugés là-dessus, que ça laissait du raisin, que le vin ne serait pas si bon. Si la façon de travailler la vigne, de récolter a évolué, une autre révolution commerciale cette fois-ci a bouleversé les habitudes. Salons, foires au vin, vente directe, exportation, les vignerons sont devenus des commerçants. L'export, on connaissait très peu. Dans les années 70, il n'y en avait pratiquement pas. Et ça a commencé à se développer le jour où les vignerons ont osé franchir le pas d'aller faire des salons. Il y a un coût, c'est sûr, mais bon, il y a des retombées aussi. La vente directe s'est faite de façon progressive. Export, grande distribution ou vente directe. Il n'y a pas de mauvaise solution. Ce qu'il faut, c'est trouver la sienne, la faire valoir. Les vignerons s'adaptent donc au goût, aux besoins des consommateurs et à leur façon d'acheter. La consommation s'effondre, donc ça, à mon avis, c'est plus inquiétant que le réchauffement climatique pour le moment. Et l'évolution climatique dans tout ça, véritable enjeu pour la filière, elle condamne les vignerons à ajuster, à anticiper, bref, à s'adapter. La théorie de l'adaptation, c'est la théorie de la nature et du monde. Donc ça, soit on s'adapte, soit on disparaît. Tout bouge, tout change, il y a des nouvelles lois, il y a des nouvelles contraintes. Bon, je pense qu'il y a un peu de galère, mais beaucoup d'opportunités aussi. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu les raisins qui mûrissaient pas. Donc là, on va pas se plaindre que la mariée est trop belle. Pour le moment, on est bénéficiaire. Si on regarde un peu dans le rétro, depuis 2014, on n'enquille que les grands millésimes. Le vignoble qui a le plus à gagner pour le moment du réchauffement climatique, c'est la Loire. C'est en fait en groupe et en concertation qu'on va trouver les solutions, mais on les trouvera, il n'y a aucun problème. Donc comme on souhaite perdurer, on va s'adapter. Vous venez de voir une vidéo qui est assez intéressante dans le sens que voilà, donc on a vécu par le passé déjà des bouleversements, que la viticulture et les viticulteurs se sont toujours adaptés à ce qui se présentait devant eux, donc pas forcément toujours facilement, mais voilà, donc ça donne une note un peu, on va dire optimiste, mais positive sur ces phénomènes ou ces enjeux, ces nouveaux enjeux. Donc, on va bientôt terminer ce webinaire, on va passer à la phase questions. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur cette phase de transfert aux vignerons, donc c'est notre mot d'ordre pour 2021-2022. Donc ça va se traduire par trois points importants. Donc le premier point, donc les webinaires là, tels qu'on vient de faire, donc les trois qu'on a fait depuis une quinzaine de jours. Le deuxième, donc, c'est valorisation de tous nos travaux, notamment via l'application que Nicolas vous a présentée tout à l'heure. Donc, on vient de faire une vidéo démonstration qu'on va largement diffuser pour valoriser l'outil dès qu'il sera totalement disponible. Et puis, nous projetons de faire des infographies donc, qui vont reprendre l'ensemble des travaux que les uns et les autres vous ont présentés ce matin, de façon à les rendre accessibles en termes de rendu, de façon à ne pas avoir des pavés de 50 pages ou 100 pages, mais voilà, avoir des résumés qui présentent l'ensemble des résultats qui soient accessibles à tous.
Voilà, donc je rappelle qu'il y a une formation, comme l'a évoqué tout à l'heure Mélissa, donc une formation sur le changement climatique, donc qui est organisée par Mélissa et Christophe Geoffroy. Donc, les formations, on les mettra en place en fonction des demandes qui pourront avoir lieu sur 2021-2022. Et puis, pour terminer pour moi, donc, nous avons travaillé dans le cadre de Climat-Vie sur le volet adaptation. Donc, demain, nous devons travailler sur le volet atténuation. Et pour ce faire, vous avez tous entendu parler forcément du plan de relance qui a été mis en place ces dernières semaines. Et dans ce plan de relance, il y a tout un projet autour des bilans bas carbone. Donc, en région centre Val-de-Loire, on s'est positionné sur 25 bilans bas carbone, en sachant que la cible, c'est les JA avec moins de 5 ans d'installation. Donc, il y en a à peu près une dizaine qui va être mis en place dans les différents départements. Donc, ça devrait se mettre en place d'ici l'été prochain. Donc, voilà, donc ça permettra de faire une suite du volet adaptation sur le volet atténuation, c'est-à-dire voilà, comment je peux œuvrer sur mon entreprise pour diminuer mon empreinte carbone. Voilà, donc avant de passer aux questions, donc on va redonner la parole à Thomas qui va nous faire la brève conclusion et après on passera à la phase de questions, sachant qu'il y a pas mal de questions. Donc Thomas, si tu veux intervenir. Donc voilà, je remercie tout d'abord tous les techniciens, les intervenants pour le travail de recensement, tout ce qui a été fait pour sensibiliser un petit peu toute la filière à ce réchauffement climatique. Moi, je suis un petit peu plus inquiet que mes collègues plus sages, peut-être plus anciens, qui sont moins catastrophés. C'est vrai que le reportage de Météo France m'a fait un peu peur, moi, à mon niveau. Et puis, il faut penser aussi aux générations à venir. Donc, je pense qu'il va falloir sensibiliser nos politiques, faire avancer les choses pour limiter au maximum le changement, cette évolution, ce réchauffement climatique. Donc, on a su s'adapter effectivement avec 1 degré. Pour le moment, ça reste assez limité. Donc, effectivement, ça a été bénéfique pour la maturation des raisins, pour pas mal de choses, pour la qualité des vins. Pour l'instant, on ne mesure pas forcément effectivement, il y a des gels, il y a différentes des aléas climatiques, on en a déjà eu, on en a toujours, mais c'est vrai qu'à long terme, si rien n'est fait, voilà, j'espère qu'on pourra continuer à s'adapter et voilà, je suis pas si rassuré que ça. Donc, merci en tout cas à tous les intervenants. Merci Thomas. Donc, nous avons un bon nombre de questions, donc ce qui est bien. Donc, je vais répondre à ceux que je suis capable de répondre. Après, je vais laisser la parole à Mélissa et Nicolas. Donc, une question, c'est où trouver les livrables. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, nous allons faire des infographies. Donc, elles devraient être finalisées avant la fin du premier semestre. Donc, et ça, on va largement les diffuser de façon à que tous puissent en prendre connaissance. Donc, le reste des questions, on va peut-être commencer par Nicolas. Une question sur l'application est-elle transposable à d'autres régions viticoles? Donc, la question, on l'a déjà eue la semaine dernière. Donc, Nicolas a eu le temps de reprendre la réponse. Oui, alors, est-ce que l'application est transposable à d'autres régions? Alors, c'est un problème qui est en cours d'étude, en fait. D'un point de vue purement technique, tout le code a été conçu de façon à être assez facilement adaptable. Donc, il y aurait forcément un petit peu de développement, notamment sur le choix des cartographies.
à utiliser. Après, et la position des points d'exploitation. Après, on s'appuie sur les données de Météo France, de la plateforme DRIAS. Donc, en théorie, il suffit tout simplement de télécharger les indicateurs, enfin les informations climatiques de cette plateforme de Météo France et de l'intégrer dans l'application. Donc, d'un point de vue technique, c'est faisable. Après, voilà, c'est les discussions entre guillemets d'un point de vue juridique et sur l'exploitation du code en lui-même sont en cours, mais c'est quelque chose auquel on est vigilant et moi, j'espère effectivement que ça puisse le faire. Ce serait assez intéressant. Voilà. Merci Nicolas. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais voilà, c'est en attente et voilà, donc on a bien compris que d'autres régions, et on l'a vu la semaine dernière, donc il y a d'autres régions qui pouvaient être intéressées pour reproduire un peu ce style d'opération. Donc, je vais laisser Mélissa, parce que je pense qu'elle a beaucoup de réponses à apporter sur toutes les autres questions. Oui, donc effectivement, il y a une question sur quel est l'impact de l'eau de la plantation d'arbres, en fait, notamment vis-à-vis de la concurrence de la vigne. Alors effectivement, il y a une concurrence qui peut être possible, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir le projet en amont. Pour éviter d'avoir cette concurrence, donc au niveau des choix des espèces, il faut au moins planter les arbres à 3 mètres du premier rang de vigne. Et après, il existe tout un tas de leviers justement pour limiter cette concurrence des arbres vis-à-vis de la vigne, au niveau donc tout ce qui est technique de taille, élagage et étaitage, pour éviter donc le développement trop important de la partie aérienne et de la partie racinaire. Après, il y a aussi un projet qui s'appelle Vitiforest au niveau de l'IFV qui montre qu'il n'y a pas de compétition sur les 10 premières années en termes entre les arbres et les vignes. Donc ça, c'est déjà un premier résultat. Et puis après, il y a toute une gestion en termes de fertilisation, de taille, pour éviter cette concurrence. Après, il y avait une autre question par rapport justement au niveau des rendements, donc l'impact sur les rendements. Donc bien évidemment, il y a des impacts sur le rendement. Dès qu'on parle en fait de phénomènes extrêmes, gel, grêle, température extrême, sécheresse, etc. Tout cela, en fait, au final, outre l'impact sur la vigne, il y a des impacts sur le raisin et sur la qualité, mais aussi la quantité et donc notamment le rendement. Après, alors il y avait une remarque, on ne parle pas souvent de l'orientation des plantations des vignes. Alors effectivement, je ne l'ai pas évoqué ici parce que je ne suis pas entrée dans les détails au niveau stratégie d'adaptation, mais effectivement, c'en est une déjà pour limiter tout ce qui est grillure des baies, grillure des feuilles. Donc ça, effectivement, c'est important, tout ce qui est orientation des rangs pour limiter ce phénomène-là et justement éviter aussi les phénomènes d'évaporation excessive. Donc oui, bien évidemment, c'est très important sur l'orientation des rangs. Il y avait une autre question qui était donc au niveau réglementaire, avez-vous des dérogations pour travailler la nuit en raison d'éventuelles nuisances sonores pour les parcelles proches riverains? Alors, pas à ma connaissance. Après, c'est aussi on va dire, la civilité entre vous et vos relations entre vous et les riverains. On a le même problème avec, par exemple, tout ce qui est gestion des phytos. Après, effectivement, c'est de la communication avec les riverains. Alors, je ne connais pas pour l'instant de dérogation possible, mais c'est vraiment le genre de choses qu'on demande de nous faire remonter pour que nous, auprès des élus et auprès du président de la Chambre d'agriculture, que ça remonte aussi au niveau du département, de la région, pour pouvoir mettre des choses en place et pouvoir vous laisser la possibilité. Annabelle Garçon de la Chambre d'agriculture 33. Nous, à l'heure actuelle, on a bien effectivement un arrêté préfectoral lié aux nuisances sonores, que ce soit, disons, c'est tout compris. Donc, on a un article sur la période des vendanges, mais effectivement, la nuit, pour l'instant, on ne peut pas. Normalement, on ne peut pas vendanger la nuit, en fait, si on s'en tient à cet article-là, à cet arrêté. Et c'est pour ça qu'on parle de levier d'inaccessibilité au niveau de la réglementation du travail de nuit. C'est pour ça que j'en ai parlé. Pour l'instant, effectivement, je n'ai pas à ma connaissance, il y a des dérogations possibles. Pour l'instant, en fait, les vignerons qui font des vendanges nocturnes le font soit en fait à partir de 5h30, de 6h, ou alors en fait, ils n'ont pas de riverains proches d'eux. Donc en fait, il n'y a pas de problème de nuisance sonore. En parallèle, on avait fait remonter, on a demandé à la DDTM par rapport aux tours antigel, puisque les tours antigel démarrent tôt
Et en fait, ils nous ont dit que c'était que ça faisait partie de la phrase en cas d'urgence. Il y a cette phrase qui apparaît dans leur... Et donc, les tours antigel sont dedans. Et donc, ils nous ont dit on n'a pas besoin de faire un article spécifique. Voilà. Nous, en tout cas, les premières informations que nous avons eues. Mais par contre, en cas de vendange, je ne sais pas comment ils ont... Vendange nocturne, je ne suis pas sûre que ça rentre dans ce cadre-là. Sur la question des autorisations de vendange de nuit, je précise simplement que dans le cadre de sa stratégie nationale d'adaptation de la viticulture, l'INAO, en lien avec France Agrimaire, met en chantier la question des cahiers des charges et de la révision des cahiers des charges pour l'ensemble des vignobles concernés. Donc la réponse à ce point précis passera peut-être par une autorisation dans le cahier des charges pour la partie vignoble bordelais. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Donc il nous reste 2-3 minutes. Je reprends ce que Thomas a évoqué là tout à l'heure. Donc on va revenir, nous, auprès des ODG, les directeurs et les présidents, de façon à insister sur l'ensemble des livrables qui sont disponibles pour eux, de façon à s'il y a des messages à faire passer auprès des vignerons et des responsables professionnels, qu'on puisse valoriser tous les éléments qu'on a à notre disposition aujourd'hui, de façon à faire évoluer les esprits et cette prise de conscience d'où on va et vers quoi on va, de façon à avancer sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Problème financier pour s'adapter. Problème financier pour s'adapter. Merci de la question. C'est une question dont je pense que Fabien l'a évoqué tout à l'heure. Le changement climatique est un point important et un enjeu essentiel. On l'a vu à travers toute la matinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation économique fait que ça complexifie d'autant plus le contexte. Et c'est vrai que ça rentre dans un contexte qui est encore plus complexe et compliqué. Donc voilà. Installer les tours antigel, effectivement, c'est pas non plus anodin, mais il existe des techniques, notamment de tout ce qui est choix de terroir, choix de matériel végétal, qui en fait sont juste des réflexions à faire au niveau de la plantation pour vous adapter. Que vous plantez entre du Ripari à Glore de Montpellier en porte-greffe ou que vous changez en choisissant un cépage plus résistant à la sécheresse, ça n'impactera pas beaucoup, en fait. Ça va vraiment vous permettre d'adapter. C'est juste d'une réflexion en amont qui ne va pas nécessiter de coûts supplémentaires, mais juste en fait de changer vos pratiques. Pareil, tout ce qui est pratique de taille, pratique aussi de plantation, où on va effectivement élargir peut-être les densités de plantation si vous êtes sur des systèmes de plantation étroits. Donc voilà, il y a des solutions qui existent en fait. Effectivement, il y a des solutions qui sont coûteuses, mais il existe quand même des solutions qui sont possibles à mettre en place et réfléchir en amont et de changer sa manière de travailler sans que cela implique en fait forcément des coûts financiers supplémentaires. Merci Mélissa. Oui, il y a le plan de relance aujourd'hui qui permet d'ouvrir quelques possibilités sur des investissements. Donc voilà, on revient nous vers les ODG, que ce soit via les conseils d'administration ou les assemblées générales, de façon à représenter l'ensemble de ces travaux-là, de façon que s'il y a des choses sur des leviers sur lesquels il y a des possibilités de faire évoluer les choses, il faut qu'on lance la procédure en sachant que changer un cahier des charges, c'est compliqué. Donc voilà, c'est compliqué et c'est surtout long. Donc voilà, il faut impérativement qu'on fasse cet exercice auprès des ODG assez rapidement maintenant qu'on a pratiquement tous nos livrables. Voilà, donc il est pratiquement 11 heures. Donc on a respecté les délais. Donc, je remercie d'abord tous les intervenants, nos deux vignerons qui étaient présents aujourd'hui. Et puis, on se tient à votre disposition si vous voulez des compléments d'informations par rapport à tout ce qui a été présenté et tous les livrables qui seront mis à vos dispositions, notamment les vidéos. Donc, voilà, tout ça, ça va être mis
très prochainement sur le site de la Chambre régionale Centre-Val de Loire, donc avec une page dédiée Climat-Vie. Merci à tous et à toutes, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires.